Ok, on va analyser cette vidéo de Poutine à la 10e conférence de Moscou sur la sécurité internationale qui a débuté aujourd'hui, le 16 août, au centre Avant-Garde. C'est aussi le nom des missiles de haute technologie. Donc il doit se passer quelque chose là-bas. Et donc en inauguration de ce forum, qui depuis 2012 regroupe ministres de la Défense, responsables d'organisations internationales et experts non gouvernementaux. Le dirigeant russe, Vladimir Poutine, s'est exprimé sur l'actualité internationale, qui d'ailleurs commence par là, avec cette analyse de Thierry Messant, fraîchement revenu de vacances, avec une information de première importance, qui est ceci, surprenant et impressionnant. Déclaration adoptée par le deuxième forum des peuples libres de Russie. Le problème qui est ici n'est pas traité encore par Poutine dans son discours. Mais c'est ce qui le taraude quand il parle, parce qu'on verra que on sent bien que quelque chose le taraude, même s'il ne fait que répéter des concepts qui sont des concepts clés, que tout le monde devrait connaître par cœur, quitte à bafouiller un peu à force de les répéter. Le truc qui est vraiment important, c'est ceci. Ceci est une agression étatique, on va dire. C'est pas une agression militaire, mais c'est une agression impérialiste qui consiste à, tu vas voir, rogner, tu vas voir en quoi ça consiste, mais surtout comment ils le font. Le texte adopté par le deuxième forum des peuples libres de Russie, réuni à Prague entre les 3 et 24 juillet, donc ils sont réunis pendant tout le mois de juillet, au lieu d'être en vacances, on va dire. Nous, représentants des peuples autochtones des régions colonisées de la Fédération de Russie, sur la base de Déclaration universelle des droits de l'homme, droit des peuples à l'autodétermination, inscrit dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration des Nations sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Déclaration de la souveraineté de la RSFSR du 12 juin 1990, la Déclaration sur la souveraineté des sujets de l'actuelle Fédération de Russie. Bref, ce qu'il faut voir ici, c'est que nous entamons le processus de décolonisation complète et générale de la Russie. Ce processus est dû à violation des droits, des libertés fondamentaux, etc. Une politique systémique de terreur et de répression interne en Fédération de Russie. Pourquoi est-ce que nous on prend un ton on va dire pédant face à une telle déclaration? C'est parce que jusqu'ici, pendant la lecture de cet exposé, on n'est pas encore sûr et certain de ce qui est en train de se passer et de bien comprendre. C'est seulement parce qu'après j'ai lu la suite. L'utilisation de pratiques impériales, d'écocides, ainsi que la privation de nos régions et peuples autochtones de terres, territoires et ressources traditionnelles, sans au singulier et au masculin, bon, qui nous empêche, au singulier aussi, d'exercer notre droit au développement, assimilation forcée systématique, etc., etc., violation des peuples autochtones. Et tu continues à lire pour voir qui est en train de parler. En vue de la mise en œuvre pratique de la déclaration sur la décolonisation de la Russie, nous appelons les élites. Alors voilà, là ils font des appels à ce qui aurait dû être déjà à la base de cette déclaration. Donc ils font les choses en sens inverse, c'est-à-dire que normalement, avant de commencer cette déclaration, il aurait dû déjà y avoir ces 3 points ici qui sont signalés. Nous appelons les élites nationales et régionales à lancer immédiatement la création de gouvernements. Nous appelons les parlements des républiques
et les Doumas régionales des régions à protéger les intérêts de leur peuple. Bon, ça c'est normal pour la suite. Nous annonçons la convocation en novembre-décembre 2022 de la conférence internationale sur la décolonisation pacifique et l'organisation territoriale de l'espace post-russe avec la participation des États membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui va sûrement répondre présent, mais tout vent debout, ça s'appelle. Et de garantir un processus pacifique, débuter des processus de clarification et d'approbation, de préparer à signer des traités d'amitié et de coopération entre les nouveaux États et pays voisins, d'approuver des principes de succession, y compris le partage des avoirs et les dettes de la Fédération de Russie, y compris les réparations aux États qui ont souffert de l'agression militaire de la Fédération russe, sa carte vélo, Itchkérie, Moldavie et Ukraine. Entre parenthèses, Ukraine. C'est-à-dire que tu commences à comprendre. Nous appelons les États membres de l'ONU à fournir une assistance maximale aux gouvernements, administrations nationaux de transition pour atteindre leur objectif de décolonisation et de paix, et de reconnaître officiellement l'indépendance et la souveraineté des États suivants. Et là, c'est parti pour la liste. Tatarstan, c'est des Tatars en fait. Ingrie, Bachkortostan, Carélie, Bouriatie, Kalmoukie, République balte, cela on les connaît, mais divisé en Königsberg et Prusse orientale, Komi, Circassie, Sibérie, République de l'Oural, Dontuva, d'accord. Don, c'en est une, et Tuva, c'en a une autre, ok. Kouban, Daghestan, Fédération du Pacifique, territoire de Primorie et Amour, République de Moscou, tant qu'à faire, autant y aller carrément, Erzian, Mastor, Sakha, Pomorie, Gouvachia, Chernozem, Mordovia, Volga et Khakassia et Udmurtie et encore Timoun-Yugra, Marie-El, Altaï et Ingouchi, entre autres. Ce qui signifie que une énorme quantité de petits États de la Russie qui sont certainement, on s'imagine, à la périphérie et un peu à l'intérieur aussi, déclareraient leur volonté d'indépendance de la Russie. Nous appelons à la préparation de constitutions de républiques garantissant leur indépendance et souveraineté étatique, ainsi que les actes législatifs clés visant à assurer la paix, etc. Et là, nous appelons les intellectuels, dirigeants sociaux, culturels, économiques, politiques et spirituels des peuples et des régions autochtones à participer activement à ce processus. C'est-à-dire que ce n'est pas déjà le cas. Excusez-moi, mais alors qui est-ce qui est en train de parler? Ce sont ni des intellectuels, ni des dirigeants sociaux, ni des dirigeants culturels, ni des dirigeants économiques, ni des politiciens, ni des maîtres spirituels, on va dire, des guides spirituels, voilà. Voilà. Donc personne de toute cette liste ne participe actuellement à cette activité de chercher une indépendance. Nous appelons les représentants des peuples autochtones et des régions colonisées à une résistance systémique pacifique. Nous appelons tous les militaires et représentants des forces de l'ordre qui sont représentants des peuples autochtones et des régions colonisées à retourner immédiatement sur leur terre natale et à assurer une transition pacifique et démocratique du pouvoir. Et c'est pas chier quand même, hein. T'abandonnes ton travail et tu retournes dans ton bled tout paumé. Nous appelons tous ceux qui participent aujourd'hui à l'injuste guerre de conquête contre l'Ukraine à rentrer chez eux, notamment en se rendant aux forces armées ukrainiennes.
c'est pas du tout dirigé comme... on sent pas du tout la signature de qui a rédigé ce texte. Nous commençons le processus de consultation sur la création d'une administration transitoire unie en tant qu'organe représentatif, etc. Ok, cet organe aura les missions suivantes. Enfin, espère-t-il. C'est toujours, comme je l'avais dit pour les médias, très important. On ne donne pas l'information telle qu'elle existe. On donne, quand on est du côté de l'empire du mensonge, on donne l'information telle qu'on voudrait qu'elle existe. Et ça, c'est une signature qui permet de détecter qui est l'auteur de cette activité, de ce texte. Et c'est très clair, il n'y a aucun doute, vraiment aucun doute, que c'est pas du tout les gens qui habitent là-bas qui ont eu l'idée de faire ça. Ça s'appelle la CIA. C'est signé CIA, c'est clair. Comme tout ce qui est activité de mensonge médiatique et politicien, dès qu'il y a un retournement de situation, ou en tout cas un retournement en fait dans les concepts qui sont utilisés, inversion accusatoire, etc., c'est toujours signé par la CIA. Voilà, et ensuite ça continue, assistance maximale aux organismes internationaux compétents pour prendre le contrôle de toutes, sans exception, les armes nucléaires et autres armes de destruction massive situées sur les terres des peuples autochtones et dans les régions colonisées. Donc ça veut dire que ces régions n'ont pas été choisies au hasard, elles ont été choisies parce qu'elles ont des bases militaires, afin d'assurer la dénucléarisation absolue des terres des peuples autochtones. Parce que tout d'un coup, c'est des... c'est pas de bol, hein. Voilà. Pour fournir un mécanisme pour la résolution pacifique. Alors, c'est la pacification et le fait d'utiliser constamment le terme du pacifisme dans une activité qui est très clairement une agression militaire, c'est encore une signature. Nous appelons les citoyens de la Fédération de Russie à soutenir efficacement la réalisation de cet objectif et de cette déclaration sur la décolonisation en vue d'instaurer la paix, etc. Sécurité, démocratie et l'harmonie entre les peuples. Voilà, les principaux signataires. Voilà, tu les as tous payés. Si tu donnes 100 000 $ à chacun, ils signent, hein, tout ce que tu veux. Voilà le document avec les petits logos, avec la Russie éclatée. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Une Russie totalement éclaboussée, mais complètement divisée. Et c'est la fête. Avec des petits logos partout. Je sais pas qui est le graphiste qui fait ça, mais en gros, c'est des éclats de verre. Schling. Ça veut tout dire. Hein. Et donc le commentaire, c'était qu'ils veulent rogner la Russie par toutes ses frontières en faisant usage des arguments positifs avancés par elle pour obtenir sa propre autodétermination. Et alors, ça, je te lis ça après, mais ce que je veux dire, c'est que en Ukraine, Donetsk et Lugansk, ainsi que la Crimée, ont fait ce travail de demander leur indépendance, et c'est grâce à ça que ça a fourni la légitimité à la Russie pour intervenir en Ukraine. Ok. Et maintenant, les Américains ne savent pas quoi répondre à ça. Ils n'ont aucune façon de réagir logique qui soit impeccable et efficace. Leur technique, leur tactique, c'est de réitérer la même chose que ce que les Russes font, en partant du principe que ce sont les Russes qui ont demandé à ces contrées de demander leur indépendance pour pouvoir servir leur stratégie, parce qu'ils continuent toujours à fonctionner de cette manière. Cependant, ça c'est que la version superficielle, celle qui est vendue au public. Mais c'est aussi une grande partie des gens qui croient vraiment en ça, aux États-Unis. La réalité, évidemment, c'est que ce sont ces contrées qui ont réellement été agressées et qui ont réellement demandé de l'aide. Et la Russie, évidemment, était très très connectée avec ça et a suivi le dossier depuis le début
a essayé de tout faire pour trouver des arrangements de paix grâce au processus des accords de Minsk 2. Et ça n'a pas abouti. Donc finalement, la conclusion était l'intervention, pas militaire, mais de police armée en fait. Et opération spéciale. Et donc, maintenant, ce que veulent faire les Américains, c'est la même chose en sens inverse. C'est-à-dire qu'ils répètent, ils réitèrent ce qu'ils estiment avoir été la stratégie de la Russie, contre la Russie cette fois, en utilisant les mêmes tactiques et techniques, en faisant une espèce... c'est même un peu surjoué en fait comme technique, et cette fois-ci c'est avec l'objectif clair de fragmenter la Russie en nombreux petits pays. La Russie qui est typiquement fière d'être une fédération, c'est pas un pays, c'est une fédération, la fédération russe, et qui unit des peuples diversifiés sous une même bannière, en pratiquant déjà dans ses frontières les prémices de la multipolarité, qui ensuite soutiennent le système de relations internationales qui s'appelle la multipolarité interétatique, telle qu'elle est promue aujourd'hui, et qui est la seule à pouvoir rivaliser contre l'unipolarité, c'est-à-dire la domination unique des États-Unis. Ok. Ce qu'on a vu, c'est que ils font les perroquets, comme ils ne savent pas quoi répondre, ils redisent la même chose pour voir ce que la Russie, elle, va pouvoir répondre à cette attaque. Et en fonction de ce que la Russie va pouvoir répondre à cette attaque, eh ben, ils vont prendre note et le réappliquer de façon rétroactive à la situation en Ukraine. De toute façon, ils sont, comme disent les Africains, les Américains sont comme un animal affamé qui lâche pas prise tant qu'il n'a pas réussi à mordre sa proie. Et ils lâcheront rien du tout. Ils sont extrêmement sauvages. C'est d'une sauvagerie incroyable ce truc. C'est vraiment le document le plus sauvage que j'ai vu. Clairement, c'est de la sauvagerie totale. Et c'est incroyable aussi, c'est assez habituel maintenant, mais c'est quand même assez notable que tout ça soit fait sous la bannière de la paix, des Nations Unies, etc. Alors que justement, c'est une troisième itération d'un problème extrêmement vaste. La deuxième itération, c'est le fait que la Russie donne du sens et de la profondeur à cette recherche de droits de l'homme, de respect des Nations Unies, parce que dans la première itération, les États-Unis ont complètement démonté ce système en tirant profit de ça autant que possible, et donc finalement en ayant pour effet de le vider de sa substance. Donc voilà le cheminement. Et puis tout au départ, évidemment, c'est après la Seconde Guerre mondiale, les principes de la Charte des Nations Unies ont été établis dans le but de garantir la paix entre les pays de façon claire et simple. Voilà. Donc le cheminement, c'est que d'abord ça a été établi de façon claire et simple, ensuite ça a été utilisé de façon perfide, ensuite la Russie a essayé de redonner de la substance à ces textes, et là on a les États-Unis, dans la troisième itération, qui essayent de tirer profit de la substance qui a été donnée à ces principes élémentaires. C'est vraiment extraordinaire. La stratégie occidentale pour démanteler la Fédération de Russie, et donc aussitôt de revenu de vacances, Thierry Messon nous fait une analyse là-dessus, où évidemment on va encore rencontrer des noms qu'on ne connaît pas, des personnes qu'on ne connaît pas, des pays qu'on ne connaît pas, parce qu'à chaque fois c'est très enrichissant de lire les textes de Thierry Messon. Les États-Unis contre l'Union soviétique, déjà à la base ça a commencé comme ça. On a Dimitri Yarosh ici, le fameux Forum des peuples libres de Russie. L'expression peuple libre reprend celle utilisée par les nationalistes intégraux ukrainiens, c'est comme ça qu'ils préfèrent appeler les ukro-nazis, tels que le Slacker par exemple les appelle, en tout cas
Poutine appelle plutôt les néo-nazis, mais bon, lui, Thierry Meyssan va les appeler plutôt les nationalistes intégraux ukrainiens. Donc l'expression des peuples libres reprend celle utilisée par ceux-là, dont l'économiste ukrainien Lev Dobryansky, qui lui aussi utilise ce terme de peuple libre. Ok. Cet homme fonda le Comité national des nations captives avec le président Dwight Eisenhower et Jarosz Stetsko, puis participa à la création de la Ligue anticommuniste mondiale. Sa fille, Paula Dobryansky, a joué un rôle central dans le dispositif de propagande du secrétariat d'État et de l'agence de presse Thomson Reuters. Et elle a notamment été sous-secrétaire d'État pour les affaires globales durant la présidence de George W. Bush. Le président Donald Trump s'est opposé à sa nomination au poste de sous-secrétaire d'État pour les affaires politiques. Le Forum des peuples libres de Russie utilise largement l'argument de l'autodétermination des peuples pour justifier une partition de la Russie. Lors de sa dissolution, l'URSS a libéré 15 États distincts, dont la Fédération de Russie. L'idée est de protéger cette partition en créant cette fois une vingtaine d'États supplémentaires. Il ne s'agirait pas uniquement de créer des nouveaux États dans le Caucase, mais aussi de modifier complètement la carte de Sibérie, c'est-à-dire des marches vers la Chine. Et voilà, on a compris la stratégie. Il existe un vrai problème de développement dans certaines régions de Russie et il est en cours de solution avec... c'est vrai qu'il existe des problèmes, mais il est en cours de solution avec la création de nouvelles voies de communication, d'abord Est-Ouest, puis dans une dizaine d'années Nord-Sud. Les peuples que les services secrets occidentaux souhaitent libérer, les services secrets occidentaux souhaitent libérer, n'ont jamais manifesté leur volonté de quitter la Fédération de Russie, à l'exception de la Tchétchénie, aujourd'hui en paix. Mais là encore, ce n'est pas un hasard si l'armée russe met en avant dans son opération militaire spéciale contre les nazis ukrainiens au Donbass, donc je préfère l'expression nationaliste intégraux, la place de ces unités tchétchènes. C'est un moyen pour elle de rappeler qu'elle a satisfait les revendications tchétchènes après les deux guerres terribles. De même, le président de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, appelle son peuple à se venger des exactions commises chez lui par les nationalistes intégraux ukrainiens. La Tchétchénie, entre parenthèses, est un allié très fidèle de la Russie maintenant. Ce sont les premiers à partir dans cette opération militaire spéciale. Ils sont venus en soutien volontairement. Et ils sont d'une efficacité incroyable. Ils sont surtout extrêmement professionnels pour les guerres urbaines. Donc c'est pour ça qu'ils sont absolument imbattables. Et la plupart du temps, il a fallu les contenir et leur éviter d'aller trop vite et de tout saccager d'un coup, parce qu'ils ils sont extrêmement remontés contre les nazis. Donc la plupart du temps, il s'est agi quand même de les contenir. Mais ils sont d'une très bonne volonté dans cette affaire et bon voilà, et surtout donc très lié avec la Russie maintenant, donc c'est quand même difficile de les retourner contre la Russie. Et le 15 août 2022, Vladimir Poutine, qui a une conscience aiguë de cette stratégie occidentale, a annoncé la convocation d'une nouvelle conférence mondiale anti-nazie à Moscou. Et là, pendant ce temps, pendant que tout ça est en train de se tramer et va sûrement provoquer des remous bientôt, Vladimir Poutine nous dit encore une fois textuellement une des phrases que nous avons conçues, élaborées, et une chose que nous avons comprise, c'est que les États-Unis font tout ce qu'ils peuvent pour foutre la merde partout où ils peuvent, autant qu'ils peuvent, et que c'est ça leur stratégie. Actuellement, ils sont en train d'allumer tous les feux, on avait dit ça textuellement, tous les feux qui peuvent être allumés dans le monde, dans le but de créer un chaos global. Ce qui est intéressant, alors le texte il te donne un résumé de la vidéo, mais on va se la taper en entier la vidéo.
les élites occidentales provoquent le trouble, le chaos, et ils mènent leur politique dite d'endiguement. Et en fait, ils bloquent toutes les voies de développement. Et ils cherchent à maintenir leur hégémonie de pouvoir qui leur glisse entre les mains. Et ils essayent de maintenir les pays dans l'emprise du colonialisme. Ça, une fois qu'on a vu ce qu'on vient de voir, on peut en comprendre toute la profondeur. Et cette hégémonie est un défi pour toute la Terre, et c'est un retour à l'obscurantisme. Et il a bien précisé pour toute la Terre. Et ça, c'est un concept qu'on se garde pour l'instant d'analyser, de commenter, mais c'est vrai. Et c'est plus que vrai. Les États-Unis et leurs vassaux se mêlent des affaires intérieures de nombreux pays. Ils se mêlent des affaires intérieures de nombreux pays. Et c'est exactement ce qui est fait dans le cas de cet appel qu'on vient de voir. Il s'agit d'une intervention des États-Unis dans ces pays. Et c'est une ingérence qui a produit cette demande d'indépendance et d'autodétermination. C'est quand même notable. Organisent des provocations, des coups d'État, des troubles publics par la menace et le chantage. Ils forcent des pays indépendants à se soumettre à leur volonté. Là, à ce moment-là, dans l'actualité publique, de qui il parle des pays indépendants? Il y a le Japon, mais le Japon est très connecté. Alors on n'a pas lu le chapitre sur le Japon chez Thierry Messant, mais c'est extrêmement instructif aussi. Parce qu'à un moment donné... Ah, c'est avec Taïwan alors. Taïwan. One. Ok. Alors, il se passe des choses avec Taïwan, c'est très important de savoir ça. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'OSS puis la CIA organisent le transfert des dirigeants anticommunistes de l'Axe vers le tiers-monde et les recyclèrent dans différents gouvernements. Ils créèrent la Ligue anticommuniste des peuples d'Asie autour du chinois Chiang Kai-shek, puis une Ligue anticommuniste mondiale avec le ralliement de l'ancien Premier ministre intégral. Donc c'est nouveau ça, le mot intégral. C'est pas un bon usage du mot intégral. Hein. Intégral, c'est un terme qui est important et qui peut être très utile dans le futur, en biologie, en psychobiologie. Mais bon, il y a lui là, il y a Yaroslav Tsetsko. Et cette organisation secrète, dont le siège est toujours à Taïwan, a pris en 1990 le nom de Ligue mondiale pour la liberté et la démocratie. À chaque fois que tu as un terme comme ça, voilà, qui est fleur bleue, ça donne une signature typiquement agressive. C'est incroyable comme systématiquement on est conditionné à supposer une horrible conspiration aussitôt qu'est affiché un terme qui est un peu pacifique, gentil, écologie, faut s'inquiéter des fleurs. Et aussitôt derrière, il y a les pires gangsters de la Terre. C'est systématique, hein. Maintenant, c'est une grille de lecture à part entière. C'est plus qu'une technique de détection en fait qu'on utilise pour identifier souvent un auteur derrière un texte. Et ben, de la même manière, on a cette vraie manie en fait pour une façon de présenter les choses qui est benoîte, c'est le mot. Fleur au fusil. Voilà, à chaque fois qu'il y a fleur au fusil, il y a fusil. Bref, ce n'est pas par hasard si la guerre en Ukraine est suivie de provocations à Taïwan, mais le prolongement logique de cette stratégie. La Ligue est toujours financée par les services secrets taïwanais et ses actions sont couvertes par le secret défense. Ça, c'est ce qu'il y avait à dire là-dessus.
Donc quand il parlait de ça, je te le remets, il parlait pas forcément de Taïwan et tout ça. La menace et le chantage, ils forcent des pays indépendants à se soumettre à leur volonté. Là, il parle plutôt de la Moldavie, du Kazakhstan, il y a le Pakistan, dans une certaine mesure. Euh, Beaucoup de pays qui sont frontières, limitrophes avec la Russie, en fait, sont sous le coup d'une agression tactique, étatique, voilà, impérialiste. Sous des règles qui leur sont étrangères. Et donc, on peut inclure la liste des pays qu'on a vus précédemment. Et tout cela se fait dans un but, c'est maintenir leur suprématie. Et c'est un modèle qui engendre le parasitisme partout dans le monde. Qui constitue un parasitisme. Et ce modèle ne peut être maintenu que par la force. C'est pour ça que l'Occident, pris de façon collective, a développé ce système de sécurité européenne bloqué sous l'alliance de l'OTAN, qui développe son infrastructure, notamment en matière de défense antimissiles et d'armes offensives. De façon hypocrite, il déclare que c'est pour protéger la sécurité. Mais en réalité, ça provoque exactement le contraire. Les propositions émises par la Russie en décembre dernier en matière de sécurité ont été une nouvelle fois ignorées. Et pour maintenir leur hégémonie, ils ont besoin de conflits. Et c'est pour cette raison qu'ils ont préparé le peuple ukrainien à être de la chair à canon. Notamment. Et pour maintenir leur hégémonie, ils ont besoin de conflits. Et ce qu'on a vu précédemment avec la demande d'indépendance, qui se prétend vouloir se faire dans un esprit de paix et de communion générale, n'a que pour seul but que d'engendrer de nouveaux conflits. Projet anti-Russie. Ils ont fermé les yeux sur la diffusion de l'idéologie naziste, sur les massacres de la population civile. Là, franchement, ils n'ont pas que fermé les yeux, ils ont impulsé objectivement. Seulement, le problème, c'est que pour pouvoir le dire, il faut avancer toutes les preuves qui vont avec, et donc les installations de l'OTAN et les écoles de jeunesse hitlérienne, tel qu'il y en a eu en Ukraine. Ça fait des centaines de milliers de jeunes qui ont été endoctrinés depuis longtemps, et donc aujourd'hui pour en faire des soldats, et donc de la chair à canon. Donc impulser quand même mieux. Mais lui là, pour l'instant, il se contente de dire qu'il les a... comment il dit déjà ? Ils ont fermé les yeux sur la diffusion de l'idéologie naziste, sur les massacres de la population civile de Donbass. Et ils continuent à inciter le régime de Kiev à utiliser des armes lourdes. Dans ces conditions, nous avons pris la décision de lancer cette opération militaire spéciale en Ukraine conformément à la charte de l'ONU. L'objectif de cette opération, ces objectifs sont très clairs, c'est garantir la sécurité de la Russie et de ses citoyens et protéger la population du Donbass du génocide. Et la situation... Les objectifs tels qu'on les avait explicités étaient la dénazification et la neutralisation. Et ensuite, tel que nous l'avons expliqué, ces deux points étaient soutenus par la logique, par le principe d'architecture de sécurité, et donc de réciprocité dans la recherche de sécurité d'un pays au détriment de l'autre. Et donc c'est ce point-là qu'il a décidé de mettre en avant en premier, pour résumer d'un coup toute l'affaire. Montre que les États-Unis cherchent à faire durer cette situation. Et ils agissent en incitant le potentiel de conflit dans le Caucase, en Asie, en Afrique. Et c'est une tentative, une nouvelle fois, de jeter de l'huile sur le feu de leur part. Il a failli dire une tentative vaine, mais quelle capacité, quelle prestance quand même pour éviter de plonger à chaque fois vers
analyse facile, parce que tel que moi je le ferai directement, avec plus de franc-parler, mais vaine, mais en disant vaine, ça introduit encore toute une salve de discussion et de réaction. Au lieu de ça, il va juste expliquer les propriétés physiques de l'intervention, non pas leur qualificatif, mais leur fonctionnalité. Une nouvelle fois, de jeter de l'huile sur le feu de leur part. L'aventure américaine à propos de Taïwan n'est qu'une nouvelle illustration de leur stratégie de déstabilisation et de plonger dans le chaos de la population. Cette démonstration, ce non-respect de la souveraineté des autres pays et le non-respect de leurs obligations internationales. Tout cela, c'était une provocation planifiée. Alors, c'est un peu confus parce que Taïwan est indépendante, donc c'est pas une provocation officiellement. Et ils aiment beaucoup faire les choses officiellement quand même. C'est un peu le fonds de commerce de la guerre. Quand ils vont visiter Taïwan, ils ont tout à fait le droit d'aller visiter Taïwan. Enfin, ouais, voilà. Et c'est simplement une provocation vis-à-vis de l'ensemble de la situation actuelle. Mais eux, ils en font abstraction. Parce que à ce moment-là, ça les arrange de le faire. Mais c'est uniquement la situation et le contexte qui fait que c'était une provocation, en fait. Et à l'aide de telles actions, les élites mondialistes occidentales cherchent à détourner l'attention de leur propre population des problèmes sociaux qu'il y a dans leur propre pays. Alors là, il commence à y avoir des commentaires à faire. Détourner l'attention de leur propre, des problèmes qu'il y a avec leur propre population dans leur propre pays. C'est insuffisant comme analyse. Et ils accusent les autres pays, la Russie, la Chine, de leurs propres échecs. Voilà, déjà il y a ça, mais c'est plus compliqué. Ce qui s'est passé, c'est que, en plus, nous le savons, et nous le savons nous le savons. Il y a une volonté réelle de provoquer des conflits et un chaos social à la base de la stratégie. Et à la limite, on peut considérer que l'agression contre la Russie est désintéressée à ce niveau-là, parce que tous les arguments qui sont avancés, en réalité, ils s'en foutent totalement. Le but premier est de provoquer le chaos à l'échelle mondiale dans toutes les villes, dans toutes les sociétés. La question, c'est pas qu'ils ont échoué dans leur pays et que donc ils essayent de faire reporter la faute sur d'autres. Ils n'ont pas échoué dans leur pays, ils ne sont pas bien intentionnés mais mauvais techniciens. Ils sont mal intentionnés et mauvais techniciens. En tout cas, ils sont mal intentionnés et très bons techniciens jusqu'à un certain point, mais le mensonge cousu de fil blanc le mensonge est cousu de fil blanc, et on peut très facilement comprendre que toutes les activités occidentales ont eu pour effet premier de nuire à leur propre pays, et c'était pas fortuit, ou en tout cas croire que c'était fortuit, c'est vraiment les considérer comme des imbéciles, et en plus de les considérer comme bien intentionnés. Donc en fait c'est symétriquement l'inverse, ils sont mal intentionnés et ils sont stratégiquement très, très pointus. Et ce qui est dommage là-dessus, j'ai l'impression, en tout cas depuis la perspective de cette grille de lecture, c'est que Vladimir Poutine ici ne répond pas à ça textuellement. Il ne s'attaque pas à ce problème-là. Et il reste sur la surface des choses telle qu'elle est présentée au grand public, selon laquelle c'est juste de l'incompétence et de la provocation grossière. En tout cas, sur un plan strictement diplomatique, tel que la diplomatie est pratiquée en Russie et dans les systèmes multipolaires, c'est quand même une règle de base. On ne déborde pas dans le discours sur ce qui va au-delà du discours. Et actuellement, le discours porte sur... le discours officiel tel que c'est présenté, c'est que
Ils essayent de bien faire, mais ça leur coûte plus cher, ça leur retombe dessus. Bon, ok. Et lui, euh, il essaye d'expliquer ça textuellement. Souvent, il suffit de dire les choses telles qu'elles sont pour que ce soit plus lumineux pour la plupart des gens. C'est donc une première étape. Une fois que cette première étape de compréhension est réglée, après, on pourra peut-être se poser des questions pour savoir quelles étaient les vraies motivations quel est le vrai intérêt de s'attaquer constamment à la Russie. Pourquoi s'attaquer constamment à la Russie? Et ça, c'est une question centrale. D'après certains, le but, c'est que la Russie doit rester comme un bon serviteur, un esclave, qui n'est bon qu'à fournir des matières premières, et c'est tout. Et on ne veut pas qu'il ait son mot à dire dans les décisions sur l'architecture internationale, etc. Bon, ok, ça c'est une partie du truc. Mais ça va plus loin. En réalité, moi je pense qu'ils se foutent totalement à la fois de la Russie et de tout. Les intérêts dans tout ça, ce sont les intérêts des traders, et ce sont ces intérêts-là qui priment surtout. Dans toute activité, ça c'est une notion philosophique, toute activité humaine est conduite par les bénéfices qu'il y a à en tirer. Et c'est tout. Et dans un système capitaliste de guerre, enfin capitaliste généralisé, toutes les guerres sont motivées par l'appât du gain. Après, les discours qui sont accolés aux activités pour les justifier, on y croit, on n'y croit pas, ça reste secondaire. Ils mettent la Russie, la Chine et d'autres pays définissent leur voie de développement sans se soumettre à la suprématie américaine. Et c'est dans ce but que des alliances militaires offensives sont mises en place, comme l'AUKUS par exemple, et cela permet cela casse la confiance qui peut s'établir entre les pays. Mais assurer ce développement ne peut se faire que si nous mettons en place de nouvelles références. Il faut bien comprendre que la polarisation, l'unipolarisation du monde relève du passé. Aujourd'hui, ce modèle mondialiste est condamné. Les changements géopolitiques qui se produisent actuellement vont dans un tout autre sens. Et là, ce qu'ils disent, c'est ce que tous les analystes disent aussi, c'est que ce sont jamais que les derniers soubresauts d'un système en train de s'effondrer, un système fondé sur la mainmise totale sur le monde, donc un impérialisme qui à la base provenait de la Grande-Bretagne, dont le centre de gravité s'est déplacé aux États-Unis par opportunisme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont derrière ça, qui cherchent le centre de gravité idéal pour pouvoir exercer leur mainmise totale sur le monde. Si les États-Unis commencent à décliner et à ne plus pouvoir remplir ce rôle, elles seront abandonnées par ces personnes qui iront allègrement ancrer leur centre d'activité sur des nouveaux pays plus porteurs et plus capables d'exercer une domination mondiale. Donc ils pourraient très bien se déporter sur la Chine et infiltrer des gens, commencer à les former de façon à ce qu'ils puissent tenir des propos qui soient acceptables, puis ainsi de suite, petit à petit, refaire la même chose qui a été faite aux États-Unis, c'est pourrir de l'intérieur le truc. Ça, c'est ce que je prévois de façon vraiment claire et nette. Mais pour l'instant, l'état actuel de l'avancement de l'histoire, c'est que cette activité impériale est déclinante et on en profite pour pouvoir observer ces façons de faire et ces techniques et ces méthodes quasiment au grand jour, de façon assez limpide et de façon aussi à pouvoir
s'en imprégner pour pouvoir éviter les nouvelles façons qu'auront les personnes qui sont derrière ça de réitérer les mêmes techniques ailleurs ensuite. Le but, c'est quand même de s'instruire dans l'histoire et de voir comment il marche et comment il fonctionne. Au-delà du fait que c'est intéressant de voir un système essoufflé, enfin arriver à bout de souffle et tenter le tout pour le tout, quitte à ce que ce soit complètement erratique et perdu d'avance. Et ça, il ne le dira pas parce qu'il est respectueux. Mais voilà, c'est quand même extrêmement instructif d'observer ça. Et on en a une autre confirmation ici, c'est le renforcement de la multipolarité dans le monde. Et votre conférence, justement, réunit des gens qui veulent développer cette question dans le respect et l'égalité des droits, dans le respect des intérêts de tous. Je le souligne, c'est le monde multipolaire qui peut être établi sur des bases de stabilité et de respect pour lutter ensemble contre les menaces internationales et éviter les conflits, le terrorisme, la cybercriminalité et la diffusion des armes de destruction massive. Et donc la réponse que l'histoire enseigne pour pouvoir se prémunir contre des organisations qui peuvent s'implanter dans n'importe quel pays dans le but d'y exercer à partir de là une domination mondiale dans leur propre intérêt, à but lucratif, à but de pouvoir. La chose qui permet de lutter contre ça, c'est la multipolarité en termes généraux. Là-dessus, j'aurais voulu faire une petite analyse sur le fait que c'est, comme disait l'autre, si je me fais l'avocat du diable, qu'est-ce qu'il y a de mal à la multipolarité? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce concept? Si jamais on essaye d'unifier les religions, comme ça s'est passé en Égypte ancienne, pour dire arrêtez de croire en des dieux concurrents les uns des autres, qui vous font faire des guerres, il n'existe qu'un seul et unique Dieu, le Dieu unique, et il faut unifier toutes les religions. Et ça, ce travail est noble, et à la fois, il peut très vite être maladroit, et engendrer plus de problèmes. Est-ce que pour autant la solution consiste à dire non, on va arrêter de vouloir unifier les religions, et on va demander à avoir le respect des croyances de chacun, et tel que c'est promu aujourd'hui? Et ça, c'est une vaste question. Vouloir faire ça, c'est éviter les conflits qu'on rencontre au cours de l'unification. L'unification, cause des conflits parce que c'est une unification qui est difficile, compliquée et qui nécessite de faire des distinctions fines entre les choses, etc., d'avoir un discernement intellectuel, philosophique, et pour ça on a besoin d'une évolution sociale, psychologique et même cognitive que parfois on n'est pas prêt à subir, et que simplement c'est pas encore l'heure, et donc il faut faire un petit pas en arrière pour stabiliser tout ça avant de continuer à avancer positivement. C'est exactement ça qui se passe pour le principe de multipolarité. On n'est pas encore prêt psychosocialement et sur le plan systémique à envisager un monde unifié sous une bannière d'un gouvernement mondial tel qu'il devrait exister. Un gouvernement mondial tel qu'il devrait exister serait la conclusion logique de toutes les luttes contre toutes les injustices à tous les niveaux, de tout le monde, de tous les pays. Et une fois que tout le monde aura résolu tous les problèmes qui existent et tous les conflits, quitte à avoir réformé le système social, le système de fonctionnement, c'est-à-dire, comment on dit, pardon, aboli le capitalisme. Le capitalisme, c'est pas un truc contre lequel il faut lutter, c'est un truc qu'il faut annuler, cancel, mais pas en appuyant sur un bouton ou en tirant une balle dedans. La manière d'abolir le capitalisme, c'est de proposer mieux.
de faire en sorte qu'on n'ait plus envie de suivre ce système, puisqu'on aura beaucoup plus efficace à côté. Et donc, de façon tout à fait naturelle et fluide, le capitalisme sera finalement aboli. Et une fois qu'on aura une société stabilisée, on aura plus de famine, plus de maladies, une gestion équitable des ressources, une gestion rationnelle des ressources, et atteindre une certaine stabilité, à ce moment-là, il y aura un gouvernement mondial. Il sera bienvenu, il simplifiera énormément les choses, il rendra beaucoup de services à tout le monde, etc. Mais d'ici là, on aura occasionné les nombreuses distinctions et les discernements qu'on n'a pas fait aujourd'hui, qui permettent de créer une stabilité. Par exemple, distinction parmi lesquelles il n'est pas contradictoire de considérer un bloc global et à la fois des spécificités locales, de telle manière que on ne puisse pas avoir de contradiction entre elles, que le global n'aille pas piétiner le local et que le local n'aille pas contredire et nuire au global. La question des systèmes de relations internationales actuellement se fait sur un seul plan, le plan de pays à pays, et sur une même échelle. Et déjà, ce problème, on a du mal à le résoudre. Le problème du siècle d'après, donc des années 2200, 2300, etc., ce sera de résoudre des problèmes entre les échelles. Et à nouveau, il y aura des conflits et des nouvelles distinctions à faire. Et pour utiliser l'analogie avec les religions, la question c'est de pouvoir dire que, pas forcer tout le monde à dire qu'il existe un Dieu unique, puisque c'est vrai, on va simplement caler en tant que phénomène historique, en tant que culture planétaire, et préserver quasiment dans des musées ou au nom de l'histoire toutes les notions culturelles qui existent, de toutes les sortes de croyances qui existent, avec un véritable intérêt anthropologique, mais sans pour autant y accorder une foi excessive, au sens où cette foi pourrait déborder sur la croyance unique, du Dieu unique, telle qu'elle est prodiguée par... On a Jésus, donc c'est facile, le phénomène de croyance, on a un point fixe dans le temps et l'espace, ça s'appelle Jésus, et il dit des choses, il dit des phrases, il dit des textes, et on n'a plus qu'à analyser, comprendre et mettre en pratique ce qui est dit. Donc là-dessus, on est vachement sécurisé. Et ça sert d'exemple sur le plan structurel, sur ce qui doit être fait au niveau des architectures entre les États, dans le but de construire un nouvel ordre mondial. Le nom est éculé, mais de façon à construire un véritable gouvernement mondial qui soit établi au profit de tous, et pas que dans le verbiage ou dans la publicité, pas que dans le logo, pas que dans les apparences, ou pas que dans la volonté qui n'arrive pas à être exercée, mais que ce soit un bienfait de tous effectif, qui soit établi en avance, qui soit fait d'abord. D'abord on obtient dans les faits l'équité et l'efficacité produite par un système, et ensuite on dit puisque ça marche, on va lui mettre un nom dessus, ça s'appellera le gouvernement mondial. Mais ça arrivera qu'en 2200 ou 2300, il ne faut pas rêver. Le fait que les gens de pouvoir, les peu nombreux qui possèdent l'intégralité quasiment des richesses du monde de façon privée, et qui agissent actuellement dans le but de terroriser et foutre le chaos dans le monde entier, ont pour objectif premier l'établissement d'un gouvernement mondial dans l'urgence, de façon antinaturelle et contre-intuitive, et donc principalement nocive, avec la volonté expresse de tenir sous la coupe tous les pays du monde qui ne voudront pas se soumettre à leur décision, leur jugement, qui est considéré comme celle d'un dieu sur terre qui dit ce qui doit être, etc. Enfin voilà, leur point de vue en tout cas. Et ça nous amène à quoi?
C'était juste pour dire que la structure actuelle des, de l'organisation interétatique, donc le système de relations internationales qui est la multipolarité, peut être de ce point de vue considéré comme un pas en arrière par rapport à la globalisation, mais elle peut être aussi considérée du coup, et d'après les faits on peut que le faire, on peut que le dire, la globalisation et la création d'un gouvernement mondial ne peut que être considérée que comme anticipée de façon beaucoup trop précoce dans une société qui n'est pas prête à supporter ça, accepter ça, et en tout cas à fonctionner de façon harmonique de cette manière. Donc, et surtout en plus en passant, pardon, le système de multipolarité permet d'introduire des concepts nouveaux et des concepts extrêmement importants pour la future unipolarité qu'on aura, mais bien longtemps après cette époque. Et qui sera salvatrice, et qui sera parfaite, et qui sera nickel. En tout cas, qui sera comme on peut la rêver, en tout cas comme la rêvent les élites d'aujourd'hui. Mais eux, ils sont hors sol, déconnectés de la réalité, ils veulent forcer les choses à être comme ils veulent, comme ils veulent que ce soit. Et donc, forcément, ça aboutit à une catastrophe. Et ce sont des catastrophes vivantes, hein, ces élites, c'est peu nombreux. C'est une source de nuisance dans le monde entier actuellement. Et bon, quand même, le chemin de l'histoire fait qu'on arrive toujours à trouver les bonnes méthodes et les bons trajets à suivre pour pouvoir obtenir les leçons qui vont permettre de construire le futur. Et actuellement, les leçons qui permettront de construire le futur d'après, c'est la multipolarité, c'est-à-dire la recherche des systèmes qui permettent l'équité et la justice entre des pays de façon holistique, en fait, en considérant les pays comme des personnes et dotés de liberté, donc d'autodétermination, et, considérés de façon d'égal à égal les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas un pays qui peut dominer sur l'autre d'une manière éthique, philosophique, technique, sur un plan ou sur un autre. Il y a toujours des raisons d'agir et des cultures et des fonctionnements qui sont propres à chaque région du monde et même maintenant à chaque système social, parce qu'il y aura plusieurs systèmes sociaux qui vont être en concurrence. Bref, faire vivre ensemble tout ça nécessite d'apporter des règles et actuellement le système tel qu'il est promu ici par M. Poutine et seule la multipolarité permettra d'avancer positivement. Et cela doit mettre en valeur le potentiel de tous les pays. Et la Russie soutiendra toutes les initiatives en ce sens, avec ses alliés, ses partenaires et ceux qui partagent son point de vue. La Russie cherchera à perfectionner ce système de multipolarité en renforçant les autres structures de sécurité et les forces armées à l'aide de matériel de pointe. La Russie défendra ses intérêts nationaux et les intérêts de ses alliés. Et elle prendra d'autres mesures pour garantir le droit de tous les peuples et de toutes les cultures dans leur diversité. Nous devons revenir au respect du droit international et aux normes qui ont été à la base de nos échanges. Ce sont des principes universels qui ont été validés par tous les pays et par la charte de l'ONU. Le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale de l'ONU, comme ça avait été conçu dès le début, sont des instruments pour réduire les tensions dans le monde et éviter les conflits, pour contribuer à la sécurité et au développement des pays. Pour conclure, je tiens à remercier les organisateurs de cette conférence pour les travaux préparatoires et je souhaite à tous les participants d'avoir une discussion approfondie. Je suis convaincu que ce forum apportera une contribution importante à la sécurité et à la stabilité sur notre planète, au développement d'un dialogue constructif et de partenariat. Je vous remercie pour votre attention.
Et moi aussi, je vous remercie pour votre attention. On a essayé de participer à... Tiens, remets-moi du net là, voilà. De participer à la discussion à notre niveau et avec nos choses à dire. Il a aussi parlé de concepts universels, et là aussi il y aura beaucoup à dire, mais je pense qu'on a essayé de contribuer sans pouvoir se déplacer, sans pouvoir assister, sans pouvoir être entendu. On essaye de contribuer à cette discussion, du coup, qui est éminemment importante. Merci, à bientôt.